de l'armistice du 11 novembre 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. Nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. So, 3, 4. Quatre, armes. On voit quoi ça s'est mis d'accord.
le repos. Le 11 novembre 1918, comme jour de l'armistice, précurseur de ce qui est appelé jour des anciens combattants, dans l'héroïsme de ceux qui sont morts au service du pays. Cette année, comme nous commémorons le 100e anniversaire de l'armistice, le lendemain de son 16e anniversaire, il a été tué. Et en fait, je suis très fier d'un homme comme ça, qui prend une décision à 14 ans à s'engager pendant une guerre mondiale et pour combattre pour une paix qui ce n'est pas son paix. Quelques jours plus tôt, le 7 novembre 1918, à la Flamand-Gris, dans l'Aisne, le caporal Sellier faisait retentir le premier cessez-le-feu de la Grande Guerre. Avec un clairon fabriqué ici même par les ateliers Quenon et dont une copie fut utilisée aujourd'hui. Le cessez-le-feu marque la paix retrouvée, le retour des combattants survivants qui mettra parfois plusieurs mois. Il marque, pour les familles, le bonheur de se retrouver, de se réchauffer avec les siens et surtout, de reconstruire. Les blessés, défigurés, amputés, sont si nombreux que la société française est à jamais changée. Dans l'ouvrage, ceux de 14, Maurice Genevoix, dont le président de la République a annoncé cette semaine qu'il entrerait au Panthéon, écrivait « Voici venu le temps où il faut que les vivants se retrouvent et se comptent, pour reprendre mieux possession les uns des autres, pour se serrer plus fort les uns contre les autres, se lier plus étroitement de toutes les récentes absences. » Avec la paix retrouvée, on commence à compter les morts. Plus de 9 millions de morts, dont près d'1,5 million uniquement pour notre pays. La jeunesse française est décimée. Plus de 50% des jeunes Français âgés de 20 ans en 1914 disparaîtront durant le conflit. Aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude, nous avons trouvé que la liste des noms sur notre monument aux morts était bien trop longue. Et peut-être plus que d'habitude, nous avons remarqué que des mêmes noms de famille revenaient à plusieurs reprises. Dans le silence de l'après-guerre, Château-Thierry est en ruine. Le pont a été détruit le 1er juin, en prélude de la seconde bataille de la Marne. Cette bataille connaîtra une avancée décisive du 18 au 21 juillet lors de la libération de notre ville. Après d'âpres combats, le centre-ville est dévasté. Quelques monuments emblématiques sont encore debout, tels que l'hôtel de ville ou l'église Saint-Crépin. L'hôtel-Dieu, quant à lui, est en grande partie détruit. Pour enterrer les membres amputés, les corps suppliciés, l'hôtel-Dieu commandait des cercueils d'enfants. Dans cette ambiance mortifère, quelques castels reprennent possession des lieux. Il n'était déjà plus que 180 en août 1914. Hébété par 4 années de guerre, Château-Thierry sort du feu roulant pour renaître de ses cendres. Cette mémoire de ce que fut notre ville pendant la guerre
Puis en 1918, nous la devons à la société historique, à des hommes et des femmes passionnés comme Pierre Drémont, dont nous saluons ses travaux et sa mémoire. 100 ans après, nous avons voulu nous souvenir. Le centenaire, ouvert en 2014, a suscité un engouement inédit dans l'histoire de France, alors même que les derniers combattants se sont tous éteints. Merci aussi à l'association Château-Thierry, Mosbar, Fosnec et à sa présidente Danielle Brier de faire vivre ces liens. Les échanges que vous soutenez n'ont pas seulement pour but d'améliorer la pratique des langues étrangères, ils permettent à des jeunes gens dont je fais partie de s'ouvrir très jeunes à d'autres cultures. Mesdames et messieurs, cette cérémonie clôt un long chapitre mémoriel, car pour que la mémoire ait du sens, elle ne peut se résumer à un seul événement et à un seul lieu. C'est pourquoi nous avons souhaité multiplier les événements dédiés au centenaire. En 2014, nous nous sommes intéressés à la mobilisation et au départ en guerre. En 2015, à la vie dans les tranchées. En 2016, au secours. En 2017, à l'internationalisation du conflit et à l'arrivée de troupes étrangères. Cette année 2018 fut dédiée à la paix et à l'amitié France-Amérique. Merci aussi à tous ceux qui, au sein des services de la ville, se sont démenés, en particulier le service de la communication et des grands événements porté par Caroline Ledin, Loïc Brugnot avec le concours de mon directeur de cabinet Bertrand Var. Ici, et je pense qu'on peut en être heureux, le centenaire n'est pas porté par la seule mairie. Son succès résulte de notre capacité à le mettre en œuvre ensemble. Le comité centenaire, qui nous accompagne dans l'organisation des cérémonies et des commémorations, est porté par des citoyens dont je veux saluer l'engagement. Et d'ailleurs, l'exposition qui nous accueille aujourd'hui en atteste encore. À nos côtés, inlassablement, les passeurs de mémoire agissent, se mobilisent et nous appellent à nous souvenir. Michel Léon, Jean-Claude Bichet, Christophe Delannoy, les anciens combattants et porte-drapeaux sont les artisans de la mémoire. Merci infiniment, infiniment à eux pour leur présence indéfectible, pour ces commémorations comme pour toutes les autres. Tout comme nous saluons aussi la présence de l'Union musicale et de son président Sylvain Taramini lors de chaque cérémonie. Nous avons beaucoup appris de ce centenaire. Et je ne pense pas exagérer en affirmant que beaucoup d'entre nous étaient auparavant plus au fait de la Seconde Guerre mondiale que de la Première. Le centenaire a permis un changement de perception sur ce conflit, un regain d'intérêt. Alors que nos parents, nos grands-parents, nous ont souvent parlé de la Seconde Guerre, les témoignages de la Première étaient déjà bien plus rares. 16 lieferten sich Franzosen und Deutsche eine der unendlichen Schlachten des Ersten Weltkriegs mit und einer halben Million Toten. In Verdun, Knochenmühle, waren horrende Verluste Teil der Strategie. Die deutschen Generäle wollten die französische Armee ausbluten. Œuvrer pour la paix et à nous engager dans ce sens. Genauso danke ich Ihnen allen, die nach den beiden Kriegen, nach dem zweimaligen Überfall deutscher Truppen auf Ihr Land, nach all dem Leid, nach all dem Elend, schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg die Hand der Versöhnung ausgestreckt haben. Und diese ausgestreckte Hand wurde nicht abgewiesen, sondern ergriffen von großen Politikern beider Seiten und vieler Menschen. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous avoir invités. Tout comme je remercie également ceux qui, après les deux guerres, après l'attaque de votre pays répétée par 2 fois par les troupes allemandes, après cette souffrance et cette misère, ont tendu, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la main vers la réconciliation. Cette main tendue ne fut pas repoussée, mais saisie par les hommes politiques et par beaucoup d'hommes. Roland d'Argelès dit « Non, moi je n'ai pas chanté. J'aurais dû peut-être. Mais les souvenirs me serraient la gorge. Il défilait trop de fantômes dans ces ciels sans étoiles. Je cherchais des visages. Je réclamais tout bas mes morts. Pas seulement les parents, pas seulement les amis, les autres aussi. Surtout les autres, ces figures effacées dont on n'a pas su le nom. On a donc, après la signature de l'armistice à Rotonde, entre Angela Merkel et puis Emmanuel Macron hier,
Il y a 100 ans, le pays trouve son utilité autour des sacrifices suprêmes de tous les soldats. Et je dis bien tous les soldats, pas seulement les soldats français. Et d'ailleurs, cette cérémonie organisée ici à Château-Thierry, une cérémonie internationale qui s'ouvre sur l'ensemble des combattants. Donc, morts pour la patrie, pour leur pays, mais au nom de la liberté. Voilà le sens que nous devons donner à cet armistice. Et on le sait, le mot sacrifice, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je vais le répéter, vient de la racine latine, sacer, qui a un rapport au divin et qui doit donc inspirer un respect absolu. La détermination de tous ces soldats à refuser la fatalité, leur engagement total à défendre notre pays face à l'oppression, inspire notre reconnaissance éternelle. Et je ne veux pas m'étendre sur les chiffres abominables, des chiffres d'une ampleur jamais égalée. Ils ont été rappelés, on pourrait en ajouter quelques-uns supplémentaires. Je voudrais simplement dire que l'Aisne a été dévastée, complètement détruite. Et d'ailleurs, suite à la visite du président Emmanuel Macron, Bruno Beauvois a eu la bonne idée d'offrir une reconstitution d'un tableau de Stellène sur l'Aisne dévastée. Le président de la République a dit qu'il serait accroché dans son bureau. Donc, notre siècle, le 21e siècle, est encore marqué des stigmates de cette guerre. On était à Verdun avec mon épouse et des agriculteurs de Verdun nous disaient que régulièrement, ils faisaient remonter des objets, mais aussi des ossements de cette terre imbibée par le sang. Ce XXe siècle a encore les stigmates de cette guerre. Cette guerre a eu un prolongement très fort. Et je voudrais le dire avec beaucoup de précaution, parce qu'hélas, la guerre, et ce ne sont pas les professeurs d'histoire aussi nombreux ici, dans cette salle, la guerre est souvent l'occasion de progrès militaires déjà. Nous sommes passés d'une guerre à la baïonnette à une guerre avec les chars, avec les mitrailleuses, l'aviation qui a alourdi encore le bilan de la guerre. Mais s'il y a eu, là au sens noble du terme, des progrès, je salue l'engagement des femmes, des munitionnettes, qui ont fait tourner l'industrie française, qui ont également œuvré dans l'agriculture, sans oublier les marraines de guerre. Je voudrais aussi parler des avancées médicales. Le maire a dit les gueules cassées, la réparation faciale, tout ce qui touche à la réadaptation fonctionnelle nous vient de cette Première Guerre mondiale. Et les avancées de protection sociale, il a fallu accueillir les veuves, les orphelins, et à partir de là, il y a eu des mouvements qui se sont mis en œuvre. Bien évidemment, nous souhaiterions tant que le progrès n'ait pas besoin de ces boucheries pour pouvoir avancer. Je voudrais aussi remercier donc les troupes françaises du généraux Montdésir et Marchand et les troupes sénégalaises avec l'appui des troupes américaines. Et tu l'as dit, tu as rappelé le travail qui est fait par Pierre Drémond. Et je souhaiterais que Pierre Drémond, nous puissions aider à réhabiliter son livre pour que les jeunes Castelnaudariens, que nous puissions le diffuser dans toutes les écoles et au-delà, que les jeunes Castelnaudariens sachent que notre ville a été libérée par les troupes françaises, par les troupes coloniales. Et je salue aussi les tirailleurs sénégalais qui étaient là avec nous, et puis bien évidemment avec le soutien de l'armée américaine. Il a fait un formidable travail, je pense que nous devons le relayer. Et je souhaiterais aussi que nous puissions regarder, et j'en ai parlé avec le président de la communauté d'agglomération, puisque nous avons subi un échec avec une volonté de jumelage avec les États-Unis. C'était il y a 10 ans, c'est le seul 11 novembre que j'ai manqué. Nous étions allés aux États-Unis, à Indianapolis, pour la commémoration des anciens combattants, et dans la perspective d'avoir un jumelage avec les États-Unis. Et donc, on a pu constater qu'à Indianapolis, le premier musée sur la guerre laissait une large place et à Bello et à Château-Thierry.
Pour autant, quand nous avons sollicité cette perspective de jumelage, parce que Château-Thierry se différencie avec les tirailleurs sénégalais, mais aussi avec les Américains. Et donc là, on a une carte à jouer. Et donc, moi, je souhaiterais que nous puissions regarder. On m'a dit Indianapolis, 1 300 000 habitants, Château-Thierry, 15 000. Donc, on m'a dit, attendez, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait voir au niveau du territoire, parce qu'il y a les Américains, c'est Bello, c'est Bézulguéry, etc., essayer d'engager cette perspective de jumelage. Et puis, un jumelage avec Dakar aussi, les Sénégalais. Et puis, la réécriture de livre de Pierre Drémont pourrait être, monsieur le maire, un bon prolongement à ce centenaire que nous devons également porter encore. Au-delà de ces éléments, je voudrais dire que ce centenaire doit être aussi pour nous, et c'est l'élément certainement le plus important, et je te rejoins à travers les propos que tu as pu tenir, la célébration d'un idéal de paix et de liberté. Nous, maintenant, nous en sommes les héritiers et les garants. Ne pas en être digne serait faire injure à la mémoire de tous ces héros anonymes. C'est à cet idéal que nous devons nous attacher individuellement et collectivement, ne serait-ce que pour nos enfants et les générations à venir. Le Père La Victoire, Clémenceau, disait, et tout à l'heure à la cérémonie œcuménique, ça a été rappelé, nous avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera plus difficile. 100 ans plus tard, alors que le monde semble enclin à la méfiance et à la division, nous avons plus que jamais la responsabilité de faire en sorte que nos enfants ne soient plus jamais jetés dans ce chaos. Soyons donc des messagers et des artisans de la paix. Chacune et chacun d'entre nous a un devoir de vigilance et d'action citoyenne pour promouvoir le dialogue, la dignité et le respect de l'autre. Et le dialogue, c'est absolument indispensable, même si on peut être différent, même si on peut avoir des pensées qui sont à l'opposé, c'est maintenir le contact pour éviter d'aller à la provocation et à l'embrasement. J'en suis convaincu, la paix ne doit pas être simplement invoquée comme une puissance invisible, mais il faut la construire. Par le dialogue, je viens de le dire, le sang-froid et la considération de l'autre dans sa différence. Contre les horreurs de l'histoire, il faut déployer les forces de l'amour. Il en est de même contre la bêtise et la haine. J'y ajouterai l'amour et l'éducation. Mais je pense qu'on aime quand on est éduqué. Aujourd'hui, de nouvelles tranchées sont creusées entre les peuples. Des murs artificiels sont érigés. À nous de tout mettre en œuvre pour les détruire. Et surtout ici, en France, pays des droits de l'homme, théâtre de ces 4 années de guerre abominable, a le devoir d'être aussi la France, le soldat de cet idéal. C'est tout le sens du premier forum de la paix qui se tient en ce moment à la Villette, à partir de cet après-midi. Et j'espère qu'il ne faut pas en attendre mon émerveil, mais il faut attendre des perspectives de reconstruire la négociation internationale qui bat de l'aile en ce moment. Ce rendez-vous a pour vocation de devenir annuel, convier l'ensemble des États du monde à une conférence internationale visant au désarmement nucléaire général, à la coopération internationale qui respecte d'abord la primauté du droit et s'appuie sur la participation de toute la société civile à la construction de la paix. Par mes fonctions de parlementaire au sein de la francophonie, je mesure aussi l'importance des démarches de réconciliation à l'exemple de ce qui s'est fait entre la France et l'Allemagne pour prévenir et réparer les crises régionales qui sont nombreuses dans le monde. Le Mali, le Yémen et dans d'autres, au Cameroun, eh bien, il faut qu'on sache éteindre ces incendies qui sont circonscrits aujourd'hui. Cela passe encore une fois par le dialogue, mais ça a été dit, 3 actions à mener, lutter pour que les droits soient appliqués, permettre à tout le monde de manger à sa faim, et j'espère que les enjeux de 2030 avec la FAO pourront être atteints, et c'est vraiment une mobilisation qui doit être la nôtre, à travers par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi lutter contre les injustices
qui sont trop grandissants, même s'il s'agit de mettre en avant les progrès qui peuvent être effectués. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je le dis d'une manière très forte, les démocraties se sont montrées remarquablement stables en Europe, mais aussi en de nombreux endroits du monde. Mais aujourd'hui, attention à l'erreur de penser que cela pourrait durer éternellement. Oui, au-delà des mécontentements, de ce qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mettons en avant cette stabilité démocratique et cette appétence pour la liberté que nous devons apprécier. Il est temps de se reprendre pour dire que la démocratie ne va pas de soi.